s'il vous plaît, un peu de silence, entre la faculté d'économie de l'ETRA et l'UHCP. Et ensuite, un deuxième débat entre l'ENA et l'INSEE pour le mouvement populaire dans le monde arabe. Mais tout de suite, on commence d'abord avec le premier débat entre l'UHCP et la faculté d'économie de l'ETRA. Avec d'abord, pour le cours, la faculté d'économie de l'ETRA avec deux intervenants, Al-Hilal Omar et Karim Belej. Et puis pour le contre, le HTB avec Tahir Mohamed et Ousbid Faisal. On commence tout de suite avec le vote. Honorable audition et marques de présence. Bonjour à tous. Nous, membres du gouvernement, nous affirmons clairement et fermement que la spéculation foncière est à l'origine de la crise immobilière. Mais, avant de procéder à nos arguments de défense, il serait impératif de vous rappeler dans quel contexte est apparue la crise immobilière de 2007. Et ensuite, pour enlever toute ambiguïté, définir ce qu'est la spéculation. Eh bien, mesdames et messieurs, la crise financière étendue de 2007 à 2010 a connu deux phases. Premièrement, le crash immobilier dû à l'éclatement de la bulle immobilière en 2007. Et au second plan, la crise bancaire et financière en septembre 2008. Ce qui nous intéresse, c'est surtout cette première phase. Selon le petit Robert, le crash est l'effondrement des cours de la bourse. Dans notre cas, ceci sous-entendrait l'effondrement des prix de l'immobilier. Maintenant qu'on a rappelé le contexte, définissons ce qu'est la spéculation. Selon le dictionnaire d'économie et des sciences sociales, la spéculation est une activité qui consiste à profiter d'une hausse de prix que l'on anticipe en achetant un certain produit pour le revendre avec une plus-value. Cela veut dire que la spéculation foncière est l'achat de biens immobiliers pour le revendre par la suite et donc réaliser un bénéfice. Après l'éclatement de la bulle Internet et les attentats du 11 septembre 2001, l'économie américaine se retrouvait dans une phase de récession. Pour y remédier, le gouvernement a instauré deux politiques majeures. Une première, politique monétaire, une deuxième, sociale. La première visait à réduire les taux d'intérêt et donc permettait aux investisseurs de s'acquérir de liquidités massives avec de faibles coûts. La deuxième politique, dite sociale, consiste à imposer aux banques d'accorder des crédits hypothécaires aux ménages, même si insolvables. Cette politique permettait à ces derniers d'avoir accès au logement sans pour autant s'assurer de leur capacité de remboursement. Donc, on prêtait à des gens aux revenus précaires ou insuffisants en leur proposant des taux variables. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'on parle de subprimes. Des taux variables très intéressants jusqu'à 2%. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que la seule garantie qu'avaient les banques n'était que les titres hypothécaires rattachés aux biens immobiliers. Que s'est-il passé 2 ans après l'instauration de ces politiques? Eh bien, devant des pressions inflationnistes, la Réserve fédérale a revalorisé le taux de 1% jusqu'à 5,75% selon un rapport publié par cette même entité. Par conséquent, le coût de la dette a augmenté. Dans ces conditions, les nombreux propriétaires devaient revendre leurs biens pour rembourser leurs dettes envers les banques. Or seulement, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Telle est la question, justement. Tout simplement, puisqu'ils ont tous acheté en même temps, ils ont tous essayé de revendre en même temps. Et cela s'est révélé impossible devant une offre abondante. Ce qui a contribué à une très forte baisse des prix de l'immobilier. Les quelques acheteurs potentiels ont eu un large choix en utilisant leur pouvoir de négociation. Suite à ça, le prix immobilier a commencé à baisser fortement pour ensuite chuter. Conséquence, devant l'incapacité de régler leurs dettes face à l'impossibilité de revendre à un prix rentable, les ménages ont dû retransmettre les titres aux établissements de crédit avec des pertes colossales. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que nous confirmons que la spéculation foncière est à l'origine du crash immobilier. Merci.
Mesdames et messieurs, honorables jury, chers camarades, bienvenue à vous tous. Alors, j'ai entendu avec attention ce que vous venez de dire et franchement, vous n'avez vraiment rien laissé échapper, sauf que vous vous trompez dans la thématique du sujet. Votre sujet est la spéculation financière des causes de la crise immobilière. Oh, objection, s'il vous plaît. Le sujet. Le sujet de notre débat, la spéculation financière est à l'origine de la crise immobilière et non la spéculation financière. La spéculation financière a engendré la crise bancaire et financière et non pas le crash immobilier. D'acheter un bien immobilier en guise de le vendre dans le futur avec un prix qui est supérieur. Mais ne voyez-vous pas que c'est la crise immobilière qui est la cause de la spéculation foncière? Comment cela? Je vais m'expliquer en vous donnant tous les arguments nécessaires. Alors, premièrement, je commence avec le manque d'infrastructures. Et là, je cite l'exemple du Maroc. Premièrement, comme je viens de vous dire, le manque d'infrastructures. Ensuite, il y a l'avènement des projets étrangers dans lesquels le rapport de qualité et prix est nettement supérieur à celui que nous propose notre marché marocain. Ensuite, il y a la bulle spéculative dans le social. Je m'explique. Alors, dans la bulle spéculative, ça veut dire l'ensemble des opérations spéculatives qui sont dans un marché et qui, en paramètres, comprennent l'élasticité de la demande et l'élasticité de l'offre. La crise a lieu lorsque l'élasticité de la demande surcroît celle de l'offre et vice-versa. Alors, dans notre Maroc, il faut savoir que la majorité des investissements qui sont le pilier de notre économie sont des investissements étrangers. Et avec ces arguments que je viens de vous présenter, vous devez savoir que l'abandon des Marocains résidant à l'étranger suite à la crise européenne et américaine que je venais d'expliquer a laissé le fait que ces finances ont diminué et par suite c'est la crise immobilière qui a causé que les propriétaires de terrains locaux et de biens immobiliers doivent hisser leur prix afin de vendre leur terrain ou bien leurs biens immobiliers. Ensuite, il y a le découragement des investisseurs et acheteurs potentiels. Bien sûr, ça revient en même. Et ensuite, j'ai des exemples, comme vous les avez dit, mais concernant la crise immobilière qui est touchée au Maroc de 2000 à 2010, vous avez oublié de dire qu'au sein même de la crise, il y a eu une hausse, non pas de diminution, une hausse des prix de vente des ciments, et je tiens cette statistique à partir du commissariat de l'habitat. Il y a aussi d'autres statistiques, si vous voulez, il y a eu une hausse par encours de crédit de 1%. Il y a aussi en 2008 la diminution de 30% des prix de vente. Il y a d'autres statistiques que je peux vous filer, et c'est la preuve irréfutable que la spéculation foncière n'est nullement la cause, mais la conséquence de la crise. Parce que la crise ne se définit pas à partir d'un acte économique, elle est définie à partir de l'État, à partir de ce que les finances demandent. Et ensuite, il faut savoir que les conditions du marché marocain, eh bien, au contraire, lorsqu'il ne s'aligne pas avec la concurrence du marché, c'est là où sont ces spéculations que vous venez de décrire. Voilà. Merci beaucoup. On enchaîne avec Mohamed Karim. Tout d'abord, avant de commencer mon intervention, je voudrais remercier les membres de l'opposition de leur intervention. Et ensuite, je voudrais répondre aux membres de l'opposition suite à ce qu'ils ont dit
et que, justement, je vais reprendre ce qu'a dit mon camarade, la crise immobilière dont on parle ici dans le sujet correspond à la crise qui a vu le jour aux États-Unis. Si on aurait voulu parler de la crise, comme vous l'avez conçu, on aurait pu dire la crise de l'immobilier. Alors justement, non, le titre est la crise immobilière. Bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque spéculation est suivie systématiquement d'une bulle. Pourquoi une bulle? Car il symbolise tout simplement quelque chose qui gonfle tellement jusqu'à l'éclatement de cette bulle. Cette bulle, avant qu'elle n'explose, elle passe par 4 étapes. Et j'en cite, la présence d'investisseurs éclairés, la prise de conscience par les médias, l'étape maniant, et en fin de compte, l'explosion de cette bulle. Mesdames et messieurs, si on rapprochait ces 4 étapes à la réalité, remontons dans l'histoire et voyons voir ce qui s'est passé. Au départ, en adoptant la politique monétaire, les investisseurs ont trouvé de l'argent facile, ont trouvé de l'argent quasiment gratuit de quoi financer leurs projets immobiliers. Et justement, c'est cet argent bon marché qui leur a permis de spéculer. Ensuite, la prise de conscience par les médias, on informe les gens que le secteur de l'immobilier est un secteur en pleine expansion, un secteur porteur d'un avenir prometteur. Vient juste après l'étape mania. Cette étape de paroxysme d'achat, les niveaux des prix, des achats ont atteint un niveau très très élevé. Dans le monde réel, cette étape correspond exactement à l'instauration de la politique sociale, et plus précisément les subprimes. Justement, le ménage, en sachant que ce secteur a tendance à accroître, grâce à ces subprimes, il acquiert le bien immobilier en vue de le revendre ultérieurement et en dégager un bénéfice. Sauf que, mesdames et messieurs, quand tout le monde a la même idée, quand tout le monde pense à la même manière, qu'est-ce qui se passe? Mettons-nous en situation et imaginons que nous sommes en situation et que vous avez acheté le bien immobilier en vue de me le revendre et que moi-même j'ai fait pareil, j'ai acheté le bien immobilier en vue de vous le revendre. Nous nous retrouvons tous les deux avec des biens immobiliers. Et qui va acheter? Personne. À ce moment-là, le marché est saturé. L'offre est excessivement supérieure à la demande et boum, justement la bulle explose. Pour résumer, la spéculation a été causée par 2 acteurs, et les investisseurs et les ménages. Cela ne vous suffit-il pas pour dire que la spéculation foncière est à l'origine de la crise immobilière? Bien, laissons de côté le cas des États-Unis et prenons un autre exemple. Le Japon, par exemple, qui lui aussi a souffert de la crise à cause de l'éclatement de cette bulle. Résultat, il lui a fallu 17 ans de récession. 17 ans pour s'en remettre. C'est pourquoi d'ailleurs la Thaïlande a fixé des règles limitant le prêt spéculatif à l'immobilier en sachant que c'est une source majeure d'instabilité économique. Et a penché vers le secteur de l'industrie tout en créant des emplois et en stimulant la croissance économique. Je vous prie. La dernière intervention de la part de l'école Hassan. On est en train de traiter ici de la spéculation foncière comme origine de la crise immobilière. Alors, ce qu'on a omis de mentionner dans votre argumentaire est tout simplement une distinction nécessaire entre la nature de la crise aux États-Unis d'Amérique et aux quelques cas de pays développés et la crise, si on peut parler de crise, dans le cas du Maroc. Ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique, connu sous le nom de crise de subprimes, est le recours aux hypothèques à risque. Basiquement, ça veut dire cela. Je suis père de famille, je veux encourir un crédit, je contacte la banque et je suis dans une situation financière qui n'est pas a priori solvable. Ce qui se passe, c'est que dans la perspective du bénéfice, la banque peut toujours me passer le prêt. Alors,
Dans ce schéma, ce qui se passe est que, à un certain moment, ces foyers-là, qui sont dans une situation insolvable, ne sont plus dans la capacité de payer leurs dettes. Éclatement de tout le système financier. Ce qui est différent entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique, c'est qu'aux États-Unis d'Amérique, la crise immobilière a engendré l'effondrement de tout le système financier. Bon, le cas du Maroc est différent. Ici au Maroc, il n'y a pas d'hypothèque à risque. Vous déposez votre demande, vous devez être solvable. Point barre. La crise dont on parle, cette dénomination qui est un peu erronée à mon sens, est plutôt correspondante à un mécanisme par lequel la surévaluation des prix qui s'est produite entre la période de 2000 et 2007 s'est un peu détaché des primitifs socio-économiques de la clientèle marocaine. Par conséquence, on a vu des promoteurs, qui sont en effet des investisseurs, qui affluent à ce secteur et qui veulent gagner de l'argent. En absence d'une politique étatique claire, on se permettait des marges de bénéfices incroyables. Dans le logement social, c'était 25%, dans le moyen standing, c'était 50%, et dans le haut standing, c'était le double, 100%. Alors, naturellement, la classe moyenne va se rabattre sur le logement social. Et ce faisant, on va se trouver avec toute une classe qui est la classe majoritaire de la population marocaine et qui n'est pas dans la capacité de se payer une maison. Alors, schéma dans lequel la baisse des prix était nécessaire, mais elle n'était pas synonyme de crise. Elle était tout simplement